Bonjour à tous, Mathias Mouflet, analyste pour XTB. On se retrouve cette semaine pour votre émission Matières premières et fondamentaux. Et cette semaine, ça va être une semaine super intéressante parce qu'on va voir l'or, le pétrole, l'argent et le gaz naturel. Alors, on va commencer par l'or, que j'ai appelé le marché consolide avant d'en savoir plus. Alors, effectivement, l'or est en phase de consolidation depuis près de 3 mois, après avoir atteint son plus haut historique vers le 22 avril, même le 22 avril. Une consolidation similaire s'est produite en 2024, lorsque les précédents sommets historiques avaient été atteints en octobre. Les moyennes mobiles sur 25 et 50 jours en 2024 se sont comportées de manière très similaire à la situation actuelle. Évidemment, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais on est sur quelque chose d'assez proche pour l'instant. On observe une augmentation des positions acheteuses spéculatives sur l'or et une hausse des options d'achat sur l'ETF Gold. Et en parlant d'options spéculatives, c'est ce qu'on va voir dans ce graphique. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est des positions spéculatives des spéculateurs, donc des investisseurs sur l'or. Et donc, ici, en rouge, on peut voir les positions nettes qui sont les positions acheteuses moins les positions vendeuses. Et donc ici, en vert, on a les positions acheteuses et ici, les positions vendeuses. Donc on a une situation où les positions acheteuses sur l'or continuent d'augmenter, mais ces hausses sont relativement faibles par rapport aux précédentes fluctuations à la hausse du marché de l'or. Mais on a quand même globalement les positions nettes qui sont en train de remonter. Cela dit, vous n'oubliez pas, c'est quelque chose que je dis assez souvent, le marché aime prendre un petit peu les investisseurs à rebours, et donc quand tout le monde pense à la même chose, le marché peut faire l'inverse. Donc on verra bien ce qu'il se passe. Alors, on va continuer avec la diversification continue des réserves des banques centrales et l'augmentation des allocations en or soutiennent actuellement les prix. Le marché anticipe une incertitude accrue qui est liée à l'imminence des droits de douane réciproques, même si le ciel semble s'éclaircir, notamment entre l'Union européenne et les États-Unis, vu que Donald Trump a dit il y a quelques jours qu'il pourrait y avoir un accord bientôt. Par ailleurs, Donald Trump est sur le point de signer un décret très important. Pourquoi ? Eh bien parce que ce décret autorisera l'investissement des plans de retraite américains qu'on appelle les 401K et ils pourront, les investisseurs, les particuliers américains, dans leur plan de retraite, pourront acheter des crypto-monnaies. C'est notamment pour ça qu'on a eu un gigantesque bull run de l'Ethereum et du Bitcoin cette semaine, et aussi l'or. Alors, maintenant on va regarder un petit peu le sentiment qu'on a sur le gold, et donc on a donc le sentiment qui est en bleu ici, et donc évidemment ce sentiment s'améliore, comme en témoignent donc les options sur le célèbre ETF Gold, vu que c'est ça ce qui est représenté ici. Donc maintenant on va parler du pétrole, où on a des incertitudes qui persistent. Donald Trump a en effet annoncé la reprise des livraisons d'armes à l'Ukraine et a donné comme raison la réticence de la Russie à engager des pourparlers de paix. Le coût financier de ces armes américaines devrait normalement être supporté par l'ensemble de l'alliance de l'OTAN. Trump a également annoncé l'imposition potentielle de droits de douane secondaires de 100% sur les importations russes si un cessez-le-feu n'est pas rapidement mis en place. Et non seulement ce sera sur les importations russes, mais ça pourrait aussi viser les partenaires commerciaux de la Russie et donc entraîner un retrait généralisé des engagements commerciaux. On va voir un petit peu juste après qui sont ces partenaires dont on parle. Pour l'instant, on va continuer ici. Donc on a des droits de douane secondaires qui seraient mis si un cessez-le-feu n'était pas conclu dans les 100 jours. Et donc la réaction du marché à cette annonce a été plutôt contre-intuitive, vu qu'on a eu plutôt une baisse notable des prix, malgré la possibilité d'une réduction significative de l'offre mondiale. Ça a un peu revenu après, mais la réaction était un petit peu particulière. Alors maintenant, on va regarder la saisonnalité à long terme du pétrole. Donc ici, on prend le WTI. Alors, sur ce graphique, on peut voir la saisonnalité à 5 ans qui est ici, à 10 ans et la saisonnalité à 10 ans qui est ici et la saisonnalité long terme ici. Et donc ici, on a 7 années. Donc la saisonnalité à 5 et 10 ans indique plutôt une période de consolidation avec une forte volatilité. Mais si on prend la saisonnalité long terme, elle suggère qu'on devrait plutôt être dans une phase de croissance, c'est ce qu'on voit ici, donc des prix,
Et par contre, toutes les saisonnalités indiquent qu'il y aurait plutôt un pic et un plateau qu'on pourrait atteindre à la fin du mois d'octobre. Donc évidemment, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais ça peut donner des idées peut-être. On verra bien si on a encore la même chose cette année. Donc, je vous parlais tout à l'heure des principaux acheteurs de pétrole par rapport à la Russie. Donc, les principaux acheteurs de pétrole russes sont la Chine, l'Inde et la Turquie. La Russie exporte notamment 7 millions de barils par jour. Et donc, le retrait de ce volume pourrait entraîner un déficit que, pour actuellement, la capacité de production qui est inutilisée par l'OPEP ne pourrait pas compenser. Donc c'est plutôt haussier pour les prix. Les données récentes indiquent un rebond saisonnier de la demande, notamment aux États-Unis et en Chine. Au niveau des importations chinoises de pétrole, elles ont atteint 12,2 millions de barils par jour, ce qui est une augmentation de 7% en glissement annuel et de 10% par rapport au mois précédent. C'est plutôt élevé. On va regarder un petit peu le graphique de la balance, pardon, c'est pas la bonne caméra, excusez-moi. On va regarder donc la balance entre l'offre et la demande de pétrole. Alors l'échelle est inversée ici, donc plus la barre va vers le bas et en fait plus c'est l'offre. Donc il n'y a pas un déficit, il y a un surplus, et si on monte, il y a un déficit. Et ici, vous pouvez voir les prix du pétrole. Donc on avait une offre qui était excédentaire, on avait un surplus, et qui a sérieusement diminué. Donc ici, on voit qu'on est quasiment à l'équilibre maintenant, notamment grâce à une forte demande et une augmentation de l'offre qui a été plus lente que indiquée par la reprise officielle de la production de l'OPEP+. C'est ce que je disais la semaine dernière, hein, l'OPEP+, a fait beaucoup d'annonces d'augmentation de la production, mais dans les faits, il n'y a pas eu autant. Alors maintenant, on va parler de l'argent avec, on va commencer notamment par le ratio gold sur silver, or sur argent qui s'effondre. Vous savez que j'aime beaucoup ce ratio. Donc le prix de l'argent a récemment commencé à fortement augmenter, notamment en raison des risques liés aux droits de douane mondiaux. L'argent est allé jusqu'à 39 $ au début de cette semaine et a atteint son plus haut niveau depuis 2011. Après la consolidation du marché de l'or, celui-ci semble prêt à renouer avec les gains, ce qui pourrait alimenter le marché des métaux précieux dans son ensemble. Mais ce qui est assez intéressant, c'est surtout de regarder le ratio gold sur silver, donc or sur argent, qui est un ratio qui a tendance à rester relativement stable dans le temps et qui a beaucoup tendance à subir les retours à la moyenne. Donc c'est ce qu'on voit ici en noir, c'est ce ratio avec une moyenne ici en jaune à 81 et la moyenne très long terme à 53. Et donc vous voyez que ce ratio s'était fortement éloigné de la moyenne ces dernières semaines et il est rapidement revenu vers cette moyenne, et ce n'est pas arrivé vraiment par une baisse de l'or, même s'il y a eu un peu de ça, mais c'était surtout une stagnation de l'or et une hausse de l'argent. Cela dit, la moyenne elle est à 81 et là on est à 88. Donc l'argent pourrait encore disposer d'un potentiel de hausse par rapport au prix actuel. On va continuer donc avec cette slide. Les principaux fournisseurs d'argent des États-Unis sont le Mexique et le Canada. Et dans le cadre de l'USMCA, l'argent est exempté de droits de douane. Mais on pourrait quand même avoir des droits de douane de 30 à 35% sur le Canada et le Mexique. Alors ce n'est pas le cas pour l'instant, mais c'est un risque. On a par contre des droits de douane de 50% qui ont été proposés sur le cuivre et qui pourraient réduire l'intérêt pour les nouveaux projets miniers. On va regarder maintenant la saisonnalité. C'était celle-là. Donc on va regarder la saisonnalité des prix de l'argent avec donc ici la moyenne à 5 ans, ici le plus bas à 5 ans, ici le plus haut à 5 ans et ici donc cette année en rouge pardon. Et ce qu'on observe, ce qu'on voit tout de suite, c'est que sur cette année, l'argent suit plutôt sa meilleure performance des 5 dernières années. On est quasiment la même. Et donc c'était en réalité l'année 2020 où le marché de l'argent a connu une forte hausse, et notamment lors de l'été. Donc si on suit encore, si on continue à suivre cette meilleure performance de l'année, on pourrait encore avoir du potentiel à la hausse lors de l'été.
évidemment, les performances passées ne présument pas des performances futures. On continue avec cette slide. Une part importante de l'argent est extraite en même temps que d'autres métaux et principalement le cuivre. C'est pour ça que c'était important d'en parler ici, vu que le cuivre va devenir moins intéressant à cause des droits de douane. Donc ça pourrait rendre l'extraction de l'argent plus difficile, ce qui est plutôt haussier pour l'argent. L'absence de nouveaux investissements pourrait entraîner des perspectives limitées pour la croissance future de l'offre d'argent. Donc voilà. On va regarder maintenant l'ETF sur l'argent. Donc on constate, donc vous le voyez ici avec le prix de l'argent en rouge ici et les détentions d'argent par l'ETF d'argent en bleu. Et donc on constate une forte augmentation de la demande de la part de fonds d'ETF, hein, c'est ce qu'on voit ici, une grosse augmentation récemment, vu qu'ils ont acheté beaucoup d'argent. On va finir avec les positions spéculatives sur l'argent. Donc on a eu certes une très forte augmentation des prix, mais par contre les spéculateurs, eux, ils réduisent plutôt leurs positions longues. C'est ce qu'on voit ici, hein, il y a une petite baisse des positions longues et les positions nettes baissent. Alors, si vous ne comprenez pas vraiment ce graphique, on a fait une vidéo tuto, une vidéo éducative sur les positions nettes, sur ce graphique, les positions spéculatives, et le rapport CFTC qui permet de faire ce genre de graphique. Je vous le mettrai en commentaire et en description surtout, pour que vous puissiez voir cette vidéo et que vous puissiez mieux comprendre comment on fait ce genre de graphique et ce qu'il veut dire. On va finir avec le gaz, avec des prix qui restent sous pression. En effet, on a eu des prix du gaz naturel qui poursuivent leur tendance haussière, mais qui testent le niveau des 3,5 $ par MMBTU en raison de la hausse des températures aux États-Unis, mais ça reste des prix relativement bas. On a eu des températures nettement plus élevées que prévu pour les 2 prochaines semaines sur la quasi-totalité du territoire américain. Et donc, évidemment, quand les températures sont plus élevées, on a besoin de plus de climatisation, pardon, et donc ça augmente la consommation de gaz. Et l'Agence internationale de l'énergie américaine prévoit que le prix au comptant, donc le prix spot, s'établira en moyenne à 3,4 $ par MMBTU au 3e trimestre, ce qui est une baisse de 16% par rapport à leur prévision du mois dernier. On va regarder rapidement la saisonnalité des prix du gaz. Donc, si on en croit la saisonnalité, hein, donc rappelez-vous, ici c'est la moyenne à 5 ans, ici la moyenne à 10 ans, et ici la moyenne à long terme, et ici cette année. Donc si on en croit quasiment en fait toutes les moyennes, on devrait être dans la phase initiale d'un rebond des prix. Donc à voir ce qu'il va se passer. Évidemment, les performances passées ne présument pas des performances futures. On continue ici avec la production américaine de gaz naturel qui devrait s'élever à 107,2 milliards de pieds cubes par jour, ce qui est une hausse de 3% par rapport à l'année dernière. La demande, elle, s'est établie à 76,7 BCFD, ce qui est 5% de moins que la même période l'année dernière. Pour les exportations de GNL, elles sont à 16 BCFD, ce qui est une hausse de près de 6% par rapport à la semaine dernière. Au niveau de la balance entre production et consommation, on a donc ici vous voyez la consommation, ici vous voyez la production, ici le plus haut de 5 ans, plus bas de 5 ans et moyenne à 5 ans. La consommation de gaz des centrales électriques est légèrement supérieure à la moyenne, donc c'est ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on voit ici aussi, on a une consommation qui est légèrement supérieure à la moyenne, mais reste relativement en dessous des plus hauts de 5 ans. La production, elle, comme la semaine dernière, on est toujours très au-dessus des plus hauts de 5 ans, ce qui pourrait expliquer une partie de la pression sur les prix du gaz. On va finir avec cette slide qui parle des stocks du gaz naturel. Donc le dernier rapport sur les stocks a indiqué une augmentation inférieure aux prévisions, mais qui est conforme à la moyenne sur 5 ans. Les stocks sont environ 6% inférieurs à ceux de l'année dernière, mais 6,1% supérieurs à la moyenne sur 5 ans.
l'Agence internationale de l'énergie américaine prévoit que les stocks à la fin de la saison de reconstitution seront légèrement inférieurs à ceux de l'année dernière, mais toujours supérieurs à la moyenne sur 5 ans. Les facteurs clés pour le gaz naturel seront la production, qui reste à un niveau très élevé, mais aussi les exportations de GNL. Un risque important de ralentissement des exportations de GNL est noté en raison de la saison des ouragans, ce qui pourrait entraîner une augmentation des stocks. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique de l'Agence américaine de l'énergie? Elle indique qu'au début de la saison de chauffage, les stocks ne seront que légèrement inférieurs à ceux de l'année dernière. Donc c'est ce qu'on voit sur ce graphique, hein, avec ici le stock de gaz naturel pour cette année, ici en 2024, ici 2023, par rapport à la moyenne sur 5 ans, le plus haut de 5 ans et le plus bas de 5 ans. Donc vous voyez, on a des stocks qui sont globalement plus élevés que la moyenne, même si ce n'est pas le plus élevé des 5 ans. Donc on a quand même pas mal de stocks, mais ce sera légèrement plus faible que l'année dernière, parce qu'ils étaient particulièrement élevés l'année dernière. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à poser vos questions en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Mathéis Mouflet pour XTB.